Bienvenue sur Géopolitis. On connaissait Big Brother, désormais il y a Big Data. C'est un peu la même famille. Disons que c'est surtout la même peur face à des technologies qui parfois nous dépassent parce qu'on ne les maîtrise pas bien soi-même. Le problème avec Big Brother, c'était qui nous surveille. L'inquiétude avec Big Data, c'est qui utilise nos données personnelles et pourquoi. De tout cela, il sera question à Davos lors du prochain Forum économique mondial dont le thème 2015 est le nouveau contexte global. Alors c'est quoi Big Data, en anglais grande donnée? Eh bien, cela consiste à rassembler à partir de tout ce qui circule dans le monde numérique un maximum d'informations, ensuite à les traiter, puis c'est le but, à croiser ces informations pour en tirer des conclusions, des analyses qui sont d'autant plus pertinentes qu'elles sont le fruit d'un maximum de sources. Tout de suite, un exemple. En 2009, année où éclatait la grippe H1N1, Google, pour ne pas le citer, avait mis au point un système de détection basé sur des mots-clés tels que médicaments, toux et fièvre. Résultat, en croisant toutes ces données, Google avait pu dresser l'état des lieux de la contagion avant même les autorités sanitaires qui devaient attendre pour leur part que l'information remonte des hôpitaux ou des cabinets médicaux. C'est un beau résultat, mais acquis sur des données qui étaient bien des données personnelles. D'où la question que pose Géopolitis, que Big Data constitue un système performant, certes, mais à quel prix et avec quelle garantie pour nous et pour nos précieuses données. Vous vous souvenez peut-être de ce film Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise, un scénario où l'on arrête un homme non pas pour ses actes, mais pour des délits ou des crimes que l'on pense qu'il va commettre. Dans la réalité, voilà qu'un professeur américain de criminologie affirme en cette année 2014 que grâce à sa méthode statistique, méthode qu'il a mise au point en croisant des milliers et des milliers de données, eh bien, il est en mesure de prédire si un détenu libéré sur parole sera impliqué dans un nouveau crime ou délit. Problème, le taux d'erreur serait de 25%. On imagine les conséquences. Mais le fait est là, plus la masse de données recueillies, croisées et traitées est grande, plus on a de chances de définir ou un profil ou une tendance ou même un comportement. Les géants de la grande consommation et du marketing le savent bien, qui offrent des publicités ciblées presque en temps réel en fonction du big data qu'elles récoltent auprès de leurs clients. On l'aura compris, parmi les géants du numérique, c'est la lutte au couteau pour recueillir le maximum de nos données. Voici par exemple des images du tout premier centre de traitement de données de Facebook en dehors du sol américain. C'est en Suède, dans la bourgade de Luleå, non loin du cercle polaire. C'est là que Facebook a installé ses serveurs informatiques géants dans une région où la température moyenne est de 2 degrés, ce qui facilite le refroidissement des ordinateurs. C'est dans de tels endroits que se stockent toutes les données. Le contrôle de ces données, c'est le nerf de la guerre du big data. Chaque jour, il s'échange dans le monde 145 milliards de courriels. Quotidiennement, on compte sur Google 4,5 milliards de recherches. Et tous les jours, sur YouTube, on met en ligne 104 000 heures de vidéos. Et il y a en moyenne 552 millions d'utilisateurs de Facebook. Vous êtes friand d'autres statistiques? Eh bien, quand on évoque Big Data, l'unité de mesure, c'est le téraoctet. Un téraoctet, c'est à peu près ce qu'il y a dans 570 000 livres contenant chacun 300 pages. Donc, un téraoctet, c'est l'équivalent de 171 milliards de pages. Ajoutons enfin que d'après les spécialistes, ce flot de données va quasiment doubler tous les 2 ans. C'est un exemple tout récent, il concerne la progression du virus Ebola. Un groupe de chercheurs et informaticiens de Boston a développé un algorithme qui dresse effectivement une image de la maladie se déplaçant à travers l'Afrique de l'Ouest. 9 jours avant qu'Ebola soit déclaré à un stade épidémique en Guinée, le groupe avait déterminé, à partir de tout ce qui circule sur Internet, que ce pays allait être touché. Les compagnies d'assurance, elles aussi, ont recours au big data pour développer des modèles de prédiction sur l'anticipation de certaines maladies ou sur la gestion des coûts de santé. Voilà donc qu'émerge un nouveau concept, celui de cybersanté, source de bien des débats. Moins de débats, en revanche, à New York, lorsque les services municipaux engrangent toutes sortes de données et déterminent, par exemple, quels sont les immeubles présentant des risques d'incendie.
Et voici que la Suisse convertit ses abris militaires en coffres-forts. Pas d'argent, de bijoux ou de lingots d'or dans ces gigantesques grottes et cavernes, mais des serveurs par milliers. Ces machines hébergent et actualisent en permanence les données numériques de toute personne ou toute entité qui souhaite par exemple garder un double de ses informations par peur d'une panne informatique, d'un tremblement de terre ou d'une attaque commise par un hacker ou un groupe terroriste. C'est ainsi qu'une société privée a récupéré l'ancien quartier général souterrain de l'armée suisse, un bunker de 15 000 mètres carrés situé à 200 mètres à l'intérieur de la montagne de granit, proche d'un village au cœur du pays. Le tout se trouve à 1000 mètres sous la cime de la montagne, protégé par des portes antinucléaires. Depuis l'affaire Snowden et le scandale de la NSA, les clients se pressent au portillon, enfin devant les portes en acier de 4 tonnes chacune. L'invité de Géopolitis, Sylvain Métil, qui est avocat spécialiste de la protection des données et chargé de cours à l'Université de Lausanne. Avant de parler de la protection de notre consentement ou pas, parlons juste un mot de la finalité du Big Data. Il faut peut-être pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain. On est conscient qu'il y a des bons exemples de Big Data, de ce que peut faire Big Data pour nous? Alors, on a plein d'exemples. Finalement, Big Data, ou l'utilisation de ces données massives, c'est un outil. Et comme tous les outils, on peut l'utiliser de manière positive ou de manière négative. Oui. L'électricité, ça a des risques, mais on n'a pas interdit l'électricité pour autant. On a mis un disjoncteur, on a mis une gaine isolante, et quelque part, avec les Big Data, il faut prévoir aussi un disjoncteur sur des usages qu'on ne doit pas faire, prévoir un isolant, certaines données qu'on peut utiliser pour un but, mais pas pour un autre. Donc la mauvaise idée, ce serait de dire on interdit Big Data, on se priverait nous-mêmes d'un bon outil. Tout à fait. On peut imaginer un exemple tout à fait innocent, c'est l'entretien de certaines installations éoliennes où on capte des données sur les éoliennes couplées à d'autres éoliennes, couplées à des données de vent et de marée qui permettent de savoir quand l'éolienne ne va pas fonctionner pour permettre de faire de la maintenance à ce moment-là plutôt qu'à un moment où elle aurait fonctionné. Et là, on voit assez peu d'atteintes à une personne qui nous dirait non, pas de Big Data dans ce cas-là. Parce que là, les données ne seraient pas prises à quelqu'un, à une personne privée sans son consentement. Voilà, ça, on le comprend bien. Exact, et on n'a pas du tout de données personnelles dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, pour être sûr qu'on ne me pille pas toutes mes données personnelles dans mon smartphone? Je veux dire, où on en est d'abord? Est-ce qu'on est au courant lorsque un organisme ou un autre nous prend nos données? On ne le sait pas. Voilà. Alors c'est là une des grandes difficultés, une des tensions ou la principale tension en matière de protection des données, c'est que normalement, la protection des données veut qu'on vous informe sur l'usage qui est fait de vos données. Selon les systèmes, selon les pays, selon le type de données, vous allez consentir ou pouvoir vous opposer à ce traitement dans un but précis. Mais alors ça, c'est les fameuses 3 ou 4 pages qu'on ne lit pas. On ne les lit pas. On met « nous acceptons ». Voilà. C'est ça notre erreur, c'est notre erreur ça. Alors probablement que c'est notre erreur, mais on admet aussi que les pages que vous ne lisez pas, elles ne seront valables que dans le cas où elles contiennent ce à quoi vous pouviez vous attendre. Donc vous faites une carte client dans un magasin, on peut s'attendre à ce que les données soient utilisées par le magasin dans le but de marketing. Donc dans ce cas-là, c'est plus ou moins admis que c'est bon si vous n'avez pas signé. Sinon, ça sera abusif si on va les vendre pour faire du profilage politique. Votre accord, même si vous l'aviez fait en le lisant, serait pas valable. Donc vous, avocat, vous plaidez pour des gens qui ont signé et qui se sont fait piéger? Alors ça arrive. Ouais. Ça arrive et souvent les entreprises ou les entreprises qui sont éthiques ont conscience des limites de ce qu'elles peuvent mettre ou pas mettre. Mais ça arrive des fois d'avoir des clauses abusives comme dans les contrats d'assurance qui n'ont pas de valeur. Donc le pire pour nous, c'est d'avoir donné notre consentement sans être vraiment averti et des conséquences. Alors oui, probablement, parce qu'en plus, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc au-delà de l'autorisation juridique, on n'a pas conscience de ce qui peut se passer et on n'a pas conscience des conséquences que ça peut avoir. Et tout à coup, on va me refuser un crédit, par exemple. Et j'ai aucune idée de la raison pour laquelle on va me refuser un crédit. Alors que si j'ai conscience d'avoir donné des informations à une entreprise qui fait de l'évaluation financière lorsque j'ai acheté mon abonnement de transport, je peux comprendre pourquoi peut-être 2 ans plus tard, j'ai de la peine à avoir mon crédit pour ma voiture. Mais si mes photos personnelles, je les retrouve un jour dans un magazine, dans un but publicitaire, et je m'aperçois qu'en fait, j'ai donné mon accord pour l'utilisation de ces photos. J'ai des moyens légaux de lutter contre ça, de les faire retirer, ces photos? Alors oui, parce que là, on a plusieurs protections. On aura une protection sous l'angle du droit d'auteur, par exemple. Il faudra savoir si le droit d'auteur que j'ai sur cette photo, il a été cédé valablement et dans quelles conditions, par exemple. Et il Facebook ne s'assure pas que les gens ont déjà signé pour donner cette autorisation? Vous donnez à Facebook, par exemple, votre accord pour utiliser les données dans le cadre de Facebook et vous pouvez le retirer à tout moment.
Donc si c'est trop tard, c'est trop tard. Alors oui, mais ça pourrait raisonnablement obliger l'entreprise à au moins ne plus l'utiliser dans de nouvelles publications, etc. Parallèlement à ça, on a une autre protection qui est celle de la protection des données, où là, on protège la personnalité de la personne. Et si l'utilisation de mon image, de mes données personnelles porte atteinte à ma personnalité, je peux en tout temps retirer mon consentement et m'opposer à ce traitement. Bon, quels sont, vous parliez là des moyens légaux. Ils existent, il y a des lois, il y a des textes. Est-ce que ces textes sont universels ou c'est uniquement suisse, français, etc.? Alors, à peu près ou presque tous les pays du monde maintenant ont des lois de protection des données qui offrent des protections plus ou moins étendues. Au niveau européen, on a un standard qui est relativement commun avec des projets qui prévoient de le renforcer encore. Au niveau américain, on est plus tolérant et on a des systèmes de réglementation un peu différents qui ont pour conséquence qu'on peut plus facilement exploiter plus de données, en particulier des données qui sont publiques. Mais on peut s'appliquer sur le droit du pays dans lequel on est et où les données sont récoltées. Bon, mais enfin, c'est quand même un très gros travail. Il faut passer par un cabinet d'avocats. Quel conseil donnez-vous à vos clients d'arrêter de tout mettre sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur ordinateur? Alors, il faut savoir de quoi on veut se protéger et il faut avoir conscience que dès le moment où on partage des données, ça peut être simplement sur son téléphone qui va faire une copie dans le cloud, ou alors si on sur un réseau social ou en envoyant, on perd une certaine maîtrise dessus et on prend le risque qu'elle soit légitimement ou alors illégitimement par un hacker qui va attaquer le serveur, parce que c'est un risque qui existe. Donc il faut faire une évaluation de la sensibilité de mes données. Est-ce que c'est les photos de vacances que j'ai prises de paysages de montagne où finalement c'est pas très grave s'il y a une fuite? Ou est-ce que ce sont des photos très personnelles? Des photos très personnelles. Est-ce que c'est des courriers confidentiels? Est-ce que c'est des mots de passe? Et il faut prendre une gradation et choisir à qui on peut faire confiance. Il ne faut pas mettre ses mots de passe dans un smartphone, ses mots de passe pour son compte en banque, etc. Alors, en tout cas, pas comme ça. On peut imaginer, il y a des logiciels qui permettent d'avoir une très forte encryption autour pour avoir une sorte de coffre-fort sur son smartphone. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer si on a vraiment besoin, mais ça veut dire que dès le moment où on perd la maîtrise, il faut et en plus les changer régulièrement parce que tous les coffres-forts, au bout d'un certain temps, peuvent être ouverts. J'ai juste une dernière question. Là, on parle de hackers ou de gens mal intentionnés ou de compagnies bien intentionnées. Est-ce qu'il y a des États, des nations, des gouvernements qui nous prennent nos données? Alors oui, la plupart vont pas nous le dire, évidemment. Et souvent, on va plutôt prendre les données à l'étranger s'il y a un intérêt. Mais on sait qu'on a toute une série d'États, on pense aux États-Unis, mais aussi d'États en Europe qui collectent toute une série de données, souvent avec des finalités peu claires où on va conserver les données, notamment ces métadonnées, ces données d'appels téléphoniques pour savoir qui j'appelle quand, depuis où, dans le but d'éventuellement peut-être un jour plus tard aller les rechercher et en faire une analyse. D'accord. Nos données ne s'effacent jamais, on peut l'affirmer, ça? On a un droit, en théorie, à l'effacement des données. Par contre, on a assez peu de garanties qu'on va pouvoir effacer partout là où la donnée aurait été répliquée. Je vous confie une donnée, je peux vous demander de la supprimer. J'ai difficilement de preuves que quelqu'un l'aurait copiée illégalement et ne l'aurait pas supprimée. Cette émission de Géopolitis restera sur le net pour toujours. Oui. Merci beaucoup, Sylvain Métil. Je rappelle que vous êtes avocat, spécialiste de la protection des données et chargé d'enseignement, chargé de cours à l'Université de Lausanne. Merci à vous. Merci à vous. Et si vous et moi, on monnayait nos données personnelles, tant qu'à se faire piller nos contacts ou nos photos, pourquoi ne pas envisager de demander en échange de l'argent? Un tout dernier sondage effectué au mois d'août de cette année, en France en tout cas, montrait que, on s'en serait douté, 84% des internautes se déclaraient inquiets de l'usage que l'on pouvait faire de leurs données. Mais, et ça c'est nouveau, 45% de ces personnes interrogées disaient accepter que l'on utilise ces données si, je cite, il y avait une contrepartie financière. Voilà qui change la donne dans la mesure où, oui, c'est une estimation, les données de l'ensemble des citoyens des 28 pays de l'Union européenne vaudraient quelques 1000 milliards d'euros, d'après une étude du très sérieux Boston Consulting Group. Bien loin de ces milliards, l'internaute moyen pourrait donc empocher quelques dizaines d'euros par mois. Même modeste, c'est là une monétisation de ce service que de toute façon, vous et moi, rendons aux spécialistes collecteurs de Big Data. Une autre estimation prend ici toute sa valeur. Il paraît que rien qu'en vendant l'analyse tirée des mots tapés par les internautes dans son moteur de recherche, Google gagnerait quelques 50 milliards de dollars par an. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur ce thème du Big Data, à votre disposition des séquences vidéo, de l'infographie, les sites Internet les plus pointus, notre page Vue du passé, les possibilités de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.